Bonjour à tous, bienvenue dans notre dispositif préparatoire. Nous allons faire notre première séance de mathématiques, Math 01. Nous allons voir aujourd'hui des mises en équation à travers un problème de géométrie. On va surtout parler de méthode de travail et on va parler d'ouverture de problème, comment à partir d'un problème générer plusieurs autres questions et éventuellement passer du temps à chercher à résoudre ces différents problèmes. Alors le problème d'aujourd'hui. On considère un parallélépipède rectangle ou un pavé droit, ses dimensions, donc longueur, largeur et hauteur, qui sont des termes consécutifs d'une suite géométrique. C'est imposé par le problème. On pourra parler en fin de séance de peut-on lever cette contrainte. On vous demande est-ce qu'il existe finalement un parallélépipède rectangle dont le volume est de 216 cm3 et dont la surface totale, donc l'aire totale de ses faces, est de 312 cm². Alors, si vous regardez le sujet, on vous demande quelles sont ses dimensions. Si vous faites un petit peu d'analyse de sujet, il y a une différence entre existe-t-il un tel parallélépipède et quelles sont ses dimensions. Dans quelles sont ses dimensions, on suppose que les dimensions, qu'un tel parallélépipède existe. Et en plus, quand on dit quelles sont ses dimensions, on suppose aussi qu'il est unique. Donc, arriver à bien lire les questions, ça permet d'avoir des avantages. On se pose moins de questions de est-ce qu'on doit trouver une solution ou pas et est-ce qu'on peut en trouver plusieurs. Alors, comment traiter un tel problème? On va faire de la méthodologie et on va résoudre évidemment le problème d'une manière mathématique. Alors, comment traiter le problème? On va voir les choses en 4 étapes. On va choisir d'abord nos inconnus. Quelles variables on va définir? Vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Ensuite, on va traduire les phrases du sujet en équation. Et une fois que ces phrases seront traduites en équation, on obtiendra un système. Il faudra trouver un moyen de résoudre ce système. Et la partie 4, qui pour moi est la plus importante, qui est la vraie transition entre le lycée et la classe préparatoire, c'est de trouver le meilleur moyen de résoudre ce système. Ne vous contentez pas de trouver une manière. Souvent, on voit des élèves de lycée qui sont tout feu tout flamme, qui essaient de résoudre encore et encore et encore le plus vite possible. Et une fois qu'ils ont trouvé une solution, ils s'arrêtent. Malheureusement, en classe préparatoire, ça ne sera plus suffisant parce que si vous avez une méthode qui fonctionne mais qui est très lente ou très coûteuse en calcul ou qui génère des calculs compliqués qui peuvent générer des erreurs, ben vous allez être beaucoup moins efficace que les autres. Et si vous enchaînez plusieurs questions avec des méthodes moyennes, vous allez finalement être beaucoup plus lent que les autres. Alors, choisir ses inconnus. Alors, on pourrait se dire, dans cette situation, les inconnus sont déjà prédéfinis, il est naturel de choisir comme variable ce que l'on cherche. Alors, donner des noms à ce que l'on cherche. Ici, on note h, donc la hauteur, tout en centimètres. L, la longueur, et P, la profondeur. Et on pourrait très bien passer à l'étape 2, c'est-à-dire la mise en équation avec L, H et P, ce qu'on va d'ailleurs faire. Par contre, on peut remarquer qu'il y a une particularité dans ce problème, c'est une symétrie. C'est si vous échangez H et L, vous allez continuer à avoir finalement un parallélépipède qui ne sera pas identique à celui-là, mais dont le volume et dont la surface totale seront identiques. Donc le fait que l'on puisse interchanger H, L et P est un élément important. Le noter nous permet finalement de proposer une autre mise en équation, en tout cas sur la partie variable, qui nous permettrait de dire on note ABC, pas la hauteur, la longueur et la profondeur, mais par contre les dimensions du pavé droit dans l'ordre croissant. Donc avec A inférieur ou égal à B, inférieur ou égal à C. Alors quand je dis dans l'ordre croissant, évidemment, on pourrait avoir les 3 dimensions qui sont identiques. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il existe une possibilité où H égale L égale P ou A égale B égale C? Je vous laisse chercher, vous pouvez mettre sur pause et chercher, mais vous verrez qu'il n'y en a pas. Le parallélépipède, donc avec la hauteur, la largeur et la profondeur, on va pouvoir dire donc que le volume qui fait 216 cm3 va être égal à la hauteur fois la longueur fois la profondeur et l'aire totale qui fait 312 cm². Si on regarde ici, on va avoir les faces de côté, à gauche et à droite, qui auront comme dimension H et P, donc ils seront des rectangles de dimension H et P, donc on aura 2 fois H fois P. Plus, si on prend cette fois-ci la face avant et la face arrière, les dimensions seront de H et L,
et donc on aura 2 fois H fois L. Et si on prend les faces du dessus et du dessous, cette fois-ci on aura L fois P, de nouveau 2 fois L fois P. Le problème, vous allez voir avec cette première mise en équation, c'est que comment traduire maintenant que les dimensions sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Parce qu'on ne sait pas si c'est H, L ou P, le premier terme de la suite, L ou P le deuxième, et ainsi de suite. Donc on est bloqué vis-à-vis de cette mise en équation. Donc si on passe à la deuxième mise en équation, avec ABC, on a toujours ABC qui va faire 216, on remplace H, L et P par ABC. Les surfaces de chacune des aires de chacune des faces seront identiques, sauf cette fois-ci exprimées avec ABC, donc 2 fois AB plus 2 fois BC plus 2 fois CA est égal à 312. Mais maintenant, on va pouvoir beaucoup plus facilement mettre la troisième partie de notre problème en équation en disant si A est la valeur la plus petite, il va exister, donc il existe, ou plutôt on note Q la raison de la suite et donc on aura B qui sera égal à A fois Q et C qui sera égal à B fois Q. Et donc si on remplace encore dans C B par A fois Q, on aura C qui vaudra A fois Q au carré. Donc on obtient finalement une quatrième variable qui apparaît. On pourrait se dire, ça commence à en faire beaucoup, on a A, on a B, on a C, on a Q, mais en réalité, on vient de perdre B et C. Tout est exprimé finalement, B et C sont exprimés à partir de A et Q, et donc dans nos équations ici, on va pouvoir remplacer B et C par chaque fois A fois Q ou A fois Q au carré. Et on obtient le système où j'ai simplement remplacé dans le volume B par A fois Q, C par A fois Q au carré, ce qu'on a pu voir juste avant. Et dans la partie de la surface, j'ai factorisé par 2 par simplification. Et ensuite, j'avais bien A fois B, donc A fois Q, B fois C, donc AQ fois AQ carré, et C fois A, donc AQ carré fois A. Donc on retrouve notre système précédent, là où on a un bon espoir, en tout cas c'est quelque chose que vous devez vous poser comme question, c'est que vous avez deux équations avec finalement deux inconnus, et avec un petit peu de chance on va pouvoir résoudre ça. Je vais m'intéresser d'abord à l'équation 1, à E1. On a 216 qui est égal à A fois Q fois A fois Q au carré. Et si on met tous les termes en A en premier par commutativité et tous les termes en Q ensuite, on obtient que 216 est égal à A cube fois Q cube, c'est-à-dire à AQ cube. Ce qui nous donne finalement comme valeur pour AQ, racine cubique de 216, ce qui a l'air d'être un nombre très compliqué, mais en réalité racine cubique de 216 n'est rien d'autre que 6. Prenez 6 au cube, 6 fois 6, 36, et 36 fois 6, 216. Et on trouve finalement la valeur de A fois Q. Alors, petite remarque, on a forcément Q qui est différent de 0. Alors, on va en avoir besoin tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas avoir A fois Q qui est égal à 6 si Q est égal à 0. Dans la deuxième équation, on pourrait tout simplement se dire, c'est là où on va avoir besoin de Q est différent de 0, une méthode que beaucoup d'élèves ont envie de mettre en œuvre, ou peut-être que vous avez vous mis en œuvre, c'est de dire, vu que 6 est égal à A fois Q, alors A est égal à 6 sur Q. Passer dans la deuxième équation, méthode par substitution, vous remplacez dans la deuxième équation tous les A par 6 sur Q. Et vous allez obtenir finalement une grosse égalité qu'il va falloir simplifier parce qu'il y a beaucoup de simplifications qui apparaissent, et vous allez retomber sur une égalité qui va ressembler fortement à ce que nous on va trouver. Nous on va juste être un petit peu plus astucieux, c'est on a A fois Q, et quand on regarde notre deuxième équation, on voit que du A fois Q il y en a beaucoup.
Et donc tous ces a fois q, on peut les remplacer par 6, sans avoir à se poser la question, est-ce que je vais faire de la substitution? Donc on va reprendre finalement la deuxième équation, notre 312, qui va être égal à 2 fois, et si j'écris les choses, donc a carré q, plus a carré q cube, plus a carré q carré. Si je simplifie par 2, je vais avoir 156 qui va être égal, je vais essayer d'ordonner les choses, je vais avoir a carré q plus a carré q carré plus a carré q cube. Et c'est là qu'on pourrait se dire, ah c'est dommage, ici j'ai bien du aq au carré, ici j'ai bien du aq au carré fois q, donc j'ai du aq qui apparaît partout et aq je le connais. C'est juste ici où en fait il manque finalement une variable q pour avoir aq au carré aussi. Donc l'idée c'est de tout multiplier par q et on peut le faire seulement parce que q est différent de 0. Je multiplie mes deux expressions par q et je vais obtenir au final 156q qui va être égal à a carré q carré facteur de, donc j'ai tout multiplié par q, j'ai un q carré ici, un q cube ici, un q puissance 4 ici, et en mettant a carré q carré en facteur, je vais obtenir 1 plus q au carré. Maintenant, le a carré q carré, je sais que c'est aq de q au carré, et donc je peux le remplacer par 36. Donc 156q va être égal à 36 facteur de 1 plus q au carré. Je vais pouvoir simplifier par 12 mes deux égalités. Donc j'obtiens 3 facteur de 1 plus q au carré qui va être égal à 13. Et donc, en 13q, pardon, je vais pouvoir me ramener en 0, c'est-à-dire j'enlève 13q de chaque côté, et donc je vais obtenir 0 qui va être égal à, si j'ordonne en commençant par les puissances de q les plus grandes, je vais avoir 3q au carré avec, donc juste 3q au carré, pardon, je vais avoir 3q moins 13q, donc moins 10q, 8 plus 3. Il y a un polynôme du second degré en q, on a juste à trouver le déterminant, donc b carré moins 4ac, moins 4ac, qui va être égal à moins 10 au carré, moins 4 fois 3 fois 3. Ce qui va nous faire au final 100 moins 36, et donc 64. Et on est content de trouver 64, parce que c'est 8 au carré, et 8 au carré est en plus strictement positif, donc on sait que notre équation a deux solutions. Deux solutions d'ailleurs, ce qui est étonnant, parce que dans le sujet, on vous demande quelles sont ces dimensions, ça sous-entendait qu'il n'y avait qu'une seule solution. On va voir ce qu'on obtient. Je vais noter Q1 et Q2, les deux racines. Q1 et Q2 parce qu'en fait, notre polynôme est un polynôme en Q, donc il n'y a pas de raison que je les appelle X1 ou X2. Ça, c'est un point important, vu qu'en classe préparatoire, vous allez très souvent, en devoir surveiller ou en colle, devoir nommer les choses. Prenez une habitude de nommer vos variables de manière cohérente. Ça vous simplifiera la vie et ça simplifiera aussi la compréhension du correcteur ou du codeur. Et donc Q1 moins B moins racine de delta sur 2A, ce qui va nous faire moins 10, 10, moins 8 sur 6, ce qui va nous faire un tiers. Et Q2 qui va valoir donc moins B plus racine de delta sur 2A, ce qui va nous faire 10 plus 8 sur 6, c'est-à-dire 3. Alors on pourrait se dire finalement on a deux solutions, on a un tiers et on a 3. En réalité non, parce que vu qu'on a dit que A, B, C étaient les dimensions du parallélépipède dans l'ordre croissant et que Q était la raison qui séparait A de B et B de C, c'est que B et C sont forcément plus grands que A et donc que Q est plus grand que 1. Donc on ne peut avoir Q équivaut à un tiers, mais réellement on a seulement une seule possibilité, c'est Q est égal à 3. Vu que maintenant on connaît Q, on a forcément AQ qui vaut 6, donc A vaut 2, ben B, par la propriété des suites géométriques vaudra 2 fois 3, donc 6, et C vaudra 18. Et on tombe finalement sur les dimensions de notre parallélépipède rectangle,
qui aura comme longueur 2 cm, 6 cm et 18 cm. On va juste pouvoir revenir un petit peu sur ce qu'on vient de voir. Premier élément, ce polynôme ici, 1 fois q au carré, est un polynôme très important que vous allez retrouver pour certains déjà en classe de terminale, mais très fortement en classe préparatoire. C'est un polynôme que vous allez étudier. Ces racines, on leur a carrément donné un nom. Il y a un nom mathématique qui identifie les racines de ce polynôme. Ce sont des racines qui sont complexes, le discriminant est négatif. Je n'ai pas plus m'étendre là-dessus que ça, mais c'est étonnant qu'on retombe finalement sur ce polynôme très connu dans cette situation-là qui, a priori, n'a aucun lien avec les racines troisième de l'unité en l'occurrence. Deuxièmement, on pourrait quand même se poser la question, que se passe-t-il avec ce 1 tiers? Pourquoi est-ce qu'on a un tiers qui est solution de notre équation, mais qui ne résout pas notre problème? Et en réalité, si on prend A qui vaut 18, et qu'on prend comme raison 1 tiers, on va avoir 18 fois 1 tiers, donc B qui vaudra 6, et C qui vaudra 2. Donc en réalité, on tombe bien sur une autre solution, mais cette fois-ci, en imposant B qui vaut 6, toujours, B qui vaut A fois Q, on aura cette fois-ci A qui vaudra 18 et C qui vaudra 2, donc on obtient juste les mêmes dimensions, mais dans l'ordre inverse. Ce qui n'est quand même pas la solution de notre mise en équation. Nous, notre mise en équation, elle nous imposait que Q devait être supérieur ou égal à 1, et on n'a forcément qu'une seule solution. Ce qui enlève toute possibilité d'avoir finalement un cube. Donc quand on a dit avant A égale B égale C, on ne peut pas avoir de cube qui résolve ce problème, vu qu'on n'a qu'une seule solution. Maintenant, le point qui va être crucial, ça va être de comprendre qu'il faut arrêter de s'arrêter à une seule méthode. Celui qui n'a pas appelé ABC les dimensions dans l'ordre croissant et qui s'est dit, tiens, je vais finalement le faire avec L, H et P, et je prends un cas particulier et après je verrai bien ce que ça donne. C'est une idée. Celui qui a fait les méthodes par substitution, c'est encore une idée. Mais le principe fondamental, vraiment, on va le voir maintenant, c'est qu'il faut cesser de se contenter que d'une seule méthode. Avoir une seule méthode, vous allez voir, ça va avoir de vrais impacts derrière sur votre réussite. Alors, pas encore au lycée, parce qu'au lycée, les épreuves de bac sont calibrées pour que vous ayez le temps. Par contre, les épreuves en classe préparatoire sont calibrées juste pour vous classer. C'est-à-dire que généralement, elles sont faites pour que personne ne puisse les finir. Et donc, le facteur temps est ultra important. Alors, pourquoi trouver la meilleure méthode? Premièrement, s'entraîner en temps long. Quand vous êtes en train de faire un devoir maison, quand vous êtes en train de faire vos exercices chez vous, quand vous faites les différents problèmes qu'on va vous proposer dans notre atelier préparatoire, une fois que vous avez trouvé une solution, essayez de vous poser la question comment faire autrement et comparer ces méthodes. Ça va vous permettre finalement, quand vous allez être en temps court, en devoir surveiller ou au concours, de trouver plus facilement les meilleures méthodes. Vu que vous allez les chercher, si vous prenez le pli en tout cas de les chercher souvent, vous allez plus facilement les trouver. Donc vous allez gagner du temps quand vous allez être finalement face à vos différents DS. Deuxièmement, une fois que... Alors il faut voir ce qu'on veut dire par trouver la meilleure méthode. Vous allez souvent trouver des méthodes qui sont plus courtes. Donc vous allez passer moins de temps à écrire et vous allez de nouveau gagner du temps. Donc vous aurez la possibilité de traiter plus de questions à nouveau. Mais la meilleure méthode, parfois, c'est aussi une méthode qui génère des calculs moins compliqués. Donc moins compliqué, ça veut dire moins d'erreurs. Et dernière chose, c'est la fatigabilité. C'est quelque chose qu'au lycée, vous ressentez peut-être moins, mais quand vous allez passer en classe préparatoire, vous allez passer à des devoirs surveillés de 4 heures où vous ne pourrez pas les finir et vous allez être toujours à essayer d'être à 100% sans cesse. La fatigabilité, elle va être importante. On remarque vraiment très clairement que ce qui est écrit en fin de copie est souvent de moins bonne facture que ce qui est écrit en début de copie, parce que le cerveau humain se fatigue. Et si on continue à se dire j'utilise une méthode et ça me suffit, vous allez fatiguer votre cerveau davantage que les autres et du coup vous serez amené à faire plus d'erreurs. Maintenant, le point numéro 5, qui est le point qui est très peu traité au lycée, c'est ouvrir des problèmes. On vous a posé une question avec un parallélépipède rectangle ou un pavé droit dont on vous donne le volume et la surface et dont les dimensions sont les termes d'une suite géométrique. On pourrait se poser plein de questions sur ce problème pour générer de nouveaux problèmes. Alors, je ne vous demande pas de résoudre tous ces problèmes, mais l'idée vraiment, c'est que vous commenciez à vous poser des questions. Se poser des questions, c'est une bonne chose. On n'a pas toujours des réponses, mais par contre, ça permet très souvent de trouver, de généraliser des propriétés,
Par exemple, c'est ce qui est arrivé avec le théorème à Fermat quand il a fait son théorème de Fermat, qui s'est posé la question, est-ce qu'il existe un x carré qui est plus un y carré qui vaut un z carré avec x, y, z entier? Il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe si je ne prends pas x carré plus y carré égale z carré comme dans Pythagore, mais si je prends un cube, un puissance 4, un puissance 5? Et ça a généré un des plus grands théorèmes mathématiques au monde. Alors, nous, on pourrait se poser la question, on a bien vu qu'on a trouvé une solution pour si les dimensions sont les termes d'une suite géométrique, est-ce qu'il est possible dans ce cas-là de trouver aussi une solution si les termes sont les termes d'une suite arithmétique? Et vu que les suites arithmétiques, les relations qui sont en jeu sont plus simples, c'est des additions et pas des produits ou pas des puissances, on pourrait se poser la question, est-ce que finalement la résolution est plus simple? Maintenant, on pourrait se poser une autre question, c'est qu'est-ce qui se passe si on change le volume de la surface? Pourquoi 312 cm² et pourquoi 216 cm3? Est-ce que si on change, alors là vous le sentez bien que c'est pour avoir des valeurs entières, mais si on change les valeurs, est-ce qu'on est sûr de trouver toujours une solution? Est-ce que parfois on peut trouver plusieurs solutions ou une infinité de solutions ou parfois aucune solution? Donc ça encore, ce sont des questions à se poser en disant, tiens, je peux poser un paramètre, dire plutôt que le volume c'est 216 cm3, dire le volume c'est V et essayer de résoudre avec V. Ensuite, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut généraliser ce problème à d'autres solides? Là, on a vu ça avec un parallélépipède rectangle, mais on pourrait voir ça avec une pyramide, avec une sphère, avec quoi que ce soit. Donc, voir comment généraliser ce problème, c'est pas simple du tout. Par exemple, quelles sont les dimensions d'une pyramide? Qu'est-ce qu'il faut comme dimension pour définir une pyramide? Est-ce que c'est une pyramide à base carrée, une pyramide à base triangulaire ou un tétraèdre? C'est vraiment de nouveaux problèmes qui s'ouvrent. Par contre, essayez de prendre cette habitude de généraliser vos problèmes. C'est vraiment quelque chose qui vous permettra de progresser en classe préparatoire. Pour finaliser cet exposé, je vous propose de prendre un petit peu de temps pour essayer de faire cette activité. Vous pouvez de nouveau mettre la vidéo sur pause et juste développer cette expression 2x plus a, facteur de 2x plus b, facteur de 2x plus c. Et vous posez la question, que se passe-t-il avec les coefficients qu'on obtient une fois avoir fait un développement de cette expression? Alors, pour développer cette expression, on pourrait tout simplement dire on fait 2x plus a facteur de 2x plus b facteur de 2x plus c. Et on pourrait développer d'abord 2x plus a fois 2x plus b, comme on pourrait le faire au collège, puis après on fait encore un développement par 2x plus c. Moi je vous propose une méthode un peu plus maîtrisée, qu'il est urgent de maîtriser, c'est de se dire, je vais obtenir une expression avec du x au cube, du x au carré, du x et une constante. Autant faire les calculs dans cet ordre, plutôt que de faire tous les calculs dans le désordre et ensuite de faire le bilan. Si on se pose la question quels vont être les coefficients en x au cube, j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre 1, 2x avec 1, 2x avec 1, 2x dans chacune des parenthèses, ou dans chacun des facteurs de ce produit. Et donc je vais obtenir forcément 8x au cube. Si maintenant je me pose la question comment obtenir des x au carré, je suis obligé de prendre 2 fois 2x, une fois c, ou 2 fois 2x, une fois b, ou 2 fois 2x et une fois a. Donc je vais obtenir 2 fois 2x, 4x au carré, tour à tour avec a, avec b et avec c. Si maintenant je veux obtenir le terme en x, je vais prendre une seule fois 2x et chaque fois les constantes a, b ou c par paire. Donc je vais avoir 2x fois ab, puis 2x fois ac, puis 2x fois bc. Et je vais avoir 2x fois ab plus bc plus ca. Et pour finaliser, le terme où il n'y aura plus d'x, donc le terme constant, qui sera égal à abc. Et là où les choses deviennent un petit peu extraordinaires quand même, c'est que pourquoi se poser cette question-là, que représente cette expression? Ça c'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse. Par contre, regardez ce qu'on obtient ici. ABC représentait quoi pour notre parallélépipède rectangle? A priori, ABC c'était le volume. Si maintenant je prends le terme devant x, j'ai fois AB plus BC plus CA, qui n'est rien d'autre que la surface du parallélépipède rectangle. Maintenant, on pourrait se poser la question, que représente 4 A plus B plus C? Et si vous reprenez votre parallélépipède rectangle, je vais faire un schéma très rapide ici au tableau, mais vous allez avoir, je vais prendre A, B et C. Si vous calculez la longueur totale de toutes les arêtes, des arêtes de longueur A, il y en a 4, des arêtes de longueur B, il y en a 4,
et des arêtes de longueur C, il y en a 4 aussi. Et donc la longueur totale des arêtes est égale à 4 fois A plus B plus C. Et on pourrait se poser quand même la question, qu'en est-il finalement du 8 ? Ben 8, c'est exactement le nombre de sommets du parallélépipède rectangle. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on fait un petit lien avec la physique, c'est que ce parallélépipède rectangle peut être défini disons, à des grandeurs qui dépendent chaque fois de leur dimension, le volume de dimension 3, la surface de dimension 2, la longueur de dimension 1 et finalement les arêtes de dimension 0. Et on retrouve exactement ces grandeurs dans ce polynôme une fois qu'on le développe. Alors pourquoi est-ce qu'on tombe sur la surface, le volume et les arêtes ? Je vous laisse chercher. Je vous remercie pour votre écoute. Le lien que vous voyez sur la vidéo que vous pouvez flasher est le lien vers un questionnaire Kahoot qui vous présente le prochain problème. Comme ça vous permettra de le travailler pour la prochaine vidéo. Comme ça, quand vous serez face à la prochaine vidéo, vous aurez déjà fait votre recherche. On vous propose aussi de vous identifier dans ce Kahoot avec vos initiales et le nom de votre établissement, ce qui nous permettra de savoir quel établissement, disons, les élèves de quel établissement sont nos auditeurs. Et si à un moment donné on a besoin de communiquer avec vous, on pourra vous trouver à ce moment-là. Donc, on vous remercie, passez une bonne semaine et en espérant vous retrouver à la prochaine vidéo.